Bonjour à tous, et un petit avertissement avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo est la deuxième partie d'une première partie forcément qui a déjà eu lieu, que vous pourrez retrouver en lien dans le descriptif. Ici nous allons parler exclusivement du montage d'un banc de scie et de quelques trucs et astuces. La précédente vidéo parlait de sécurité et des critères de choix pour l'achat d'une scie à onglet. Et bien voilà, comme je vous le suggérais dans l'introduction de cette vidéo, on va parler du banc de scie, de ce qui me sert de banc de scie. Je vous rappelle que y a quelques paramètres qui sont très importants pour moi. C'est d'abord l'optimisation de la place. Donc ça c'est un paramètre, que vous ayez un atelier de 6 mètres carrés ou 200 mètres carrés, à un moment donné, on est toujours trop à l'étroit. J'aime à vous rappeler aussi que c'est un atelier qui m'est tout à fait personnel. Je ne vends rien, je ne produis rien pour être vendu. Donc généralement je me contente de machines qui vont bien me servir, mais qui n'ont pas des prix, des tarifs de fou, etc. Bien que celle-ci, un de ces quatre, il faudrait que je pense sérieusement à la changer. Alors le troisième point qui était important pour moi, c'était le fait que ce soit fabriqué maison. Parce que c'est le plaisir de le faire soi-même. Après on a cette fierté de l'avoir fait, et pour moi c'était important, et il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus. Alors vous verrez ici que les rails qui sont utilisés pour faire les blocages ont été faits maison, non, ils n'ont pas été faits maison. Ils ne sont pas du tout conçus au départ, ce sont des tringles à rideaux, tout simplement des tringles à rideaux, et j'utilise pour cela, pour les faire glisser dedans, des boulons de 8. Voilà, je vous montre, qui correspondent parfaitement à ces tringles à rideaux assez bon marché en aluminium dans les grandes surfaces de bricolage. Ceci c'est un ancien réglet que j'ai coupé, qui me permet de faire le repérage, très facile à mettre en place. Et les petites roulettes que vous voyez là, elles permettent vraiment de coincer le système et d'avoir une butée à chaque fois avec la mesure qui est notée ici. Ce système de mesure, je l'avais trouvé avec mètre inversé et mètre à l'endroit, selon le côté dans lequel vous vous trouvez. Je l'avais trouvé sur gabarit.fr, mais je pense que ça n'existe plus à présent. Enfin, j'ai pas retrouvé le lien. Si je fais encore quelques recherches, si je le retrouve, je vous le mets bien sûr. Mais vous trouvez ça aussi sur d'autres boutiques. Il faut quand même savoir que c'était fait il y a 2 ans. Et ça colle toujours très bien. C'est un système double face intégré. Et franchement, ça bouge pas. Et pourtant, une cave, c'est quand même en général assez humide. J'ai utilisé pour la plupart de la conception de ce meuble du MDF ou médium, selon les pays, médium hydrofugé. Pourquoi? De nouveau, des risques d'humidité dans une cave. Et la densité est beaucoup plus forte que le médium habituel. Il suffit de soulever une plaque pour se rendre compte que le poids n'est pas le même, et c'est un très bon indicateur. Alors, pour la conception, d'abord forcément il y a eu les plaques ici que j'ai doublées quand même. Il y a eu les plaques ici qui font plus ou moins 60 de mémoire. Ensuite, je suis venu faire des petits renforts, simplement, ça ressemblait à une équerre, en MDF aussi, pour venir soutenir ceci. Ceci est doublé aussi, avec la particularité de la partie arrière est pleine. La partie avant, quant à elle, a été faite en 2 parties. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai intégré très facilement, sans avoir besoin de défonceuse ou quoi que ce soit, le rail ici, qui s'y prêtait merveilleusement bien. Il a été écollé à la colle de montage et quelques vis pour dire de solidifier un peu le bazar. Alors, je vais vous parler d'optimisation d'espace. Oui, évidemment, je suis dans une cave, j'ai plusieurs caves à disposition. La principale est celle-ci, et qui est vraiment l'atelier. L'autre est plutôt le stockage du bois et quelques machines que j'utilise moins fréquemment, mais il peut toujours être nécessaire de garder un passage. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé ce passage plus ou moins accessible. Effectivement, cette machine peut être démontée assez facilement et permettre de nouveau d'accéder par cette... Évidemment, j'ai une autre entrée par l'autre côté. Généralement, ça reste comme ça, mais on ne sait jamais. Et je vous montre comment ça se démonte et comment ça se range si on veut pas être embêté par ce passage. Ça, c'est pas me cogner la tête.
parlait également donc d'optimisation. Eh bien, j'ai profité de ce banc-ci également pour fabriquer des armoires que vous voyez ici au-dessus. 3 armoires, même le dessus est exploité, des armoires basses et alors une plaque qui permet de placer quelques machines stationnaires. Donc à présent, un lapidaire, une scie à chantourner et un touret à meuler. Meuler? Mais pourquoi faire? Ben oui, ça m'arrive de meuler. Pas souvent, mais ça, quand je meule bien. Dernière petite chose assez intéressante. Bon, évidemment, je peux travailler avec un sac sur la machine, mais il m'est loisible d'y placer un tuyau d'aspiration que je raccorde à mon système d'aspiration habituel, armé d'un cyclone quand même. Ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment je l'ai fabriqué. Très simple de récupération et qui fonctionne relativement bien. Pour ce qui est du meuble, la structure principale, ça a simplement été fait par souci d'économie en sapin non raboté qui supporte bien les différences de température, etc. Donc pour le moment, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Si je place maintenant, je peux en chercher une d'ailleurs, je sais pas où elle est. Ah ben elle est là. Si je place ceci, ben vous verrez que nous sommes parfaitement plans. Aucun souci de ce côté-là. Petite astuce aussi, parce que j'ai quand même prévu qu'un jour j'allais sans doute changer de machine. C'est monter sur des écrous qui sont quand même bien pris dans, grosso modo ici, 18 mm plus 12 mm. Donc il y a déjà une bonne prise. C'est renforcé par une cornière par-dessous. J'ai juste 2 petites vis papillons qui retiennent la machine et qui l'empêchent de bouger. Elle ne bouge pas, hein. Elle ne bouge pas d'un poil. Sur 4 petits filetés en fait. Les 4 trous qui sont normalement prévus pour être fixés définitivement. L'avantage que j'ai ici, la machine est un petit peu en suspension, ça c'est vrai, mais l'avantage c'est que le jour où je change de machine, l'écrou et le contre-écrou, il suffira de les adapter en fonction de la nouvelle machine. C'est très simple et il ne faudra pas recommencer la structure. La deuxième partie, je l'utilise également pour stocker par exemple mon gabarit de scie circulaire. La partie droite du banc de scie, en dessous, j'ai laissé un espace suffisamment grand pour que si je veux ranger cette machine, eh bien, ce ne sera pas compliqué pour la placer là-dessous. Son emplacement est déjà tout dédié. Voilà, on n'a plus besoin de ça, je pense. Je vais le ranger, parce que l'atelier bien rangé, l'atelier est sécurisé. Alors, je terminerai cette vidéo avec 3 petits trucs et astuces qui sont, à mon avis, à prendre en compte également. Alors, premier truc à savoir, c'est que, surtout sur des scies bas de gamme, la lame qui va vous être fournie ne sera jamais d'une qualité tip-top. Ils ne vont pas vous mettre un produit luxueux, etc., de très grande qualité. Donc, il est peut-être intéressant de revoir, parce que si le bloc moteur et tout ça fonctionne très bien et que votre scie vous convient, peut-être envisager de vous offrir une lame un peu plus qualitative. Il est intéressant de savoir aussi que les bois composites, donc le MDF, l'OSB, etc., sont des bois qui sont assez nocifs pour les lames. Ils sont tellement compactés que la lame s'use beaucoup plus vite par rapport à un massif. Il est peut-être intéressant d'avoir une lame dédiée pour tout ce qui est massif et une lame qui est dédiée pour tout ce qui est matériaux composites. Et un dernier petit truc, lorsque vous utilisez des stratifiés, etc., qui sont des façades parfois de meubles, ce genre de choses, avoir des éclats, c'est pas très agréable. Donc il existe un petit truc. Il suffit de faire une première passe vers l'arrière, toute légère, juste pour entamer le bois, vers l'arrière. Et après seulement attaquer la découpe. Ça permet d'avoir moins d'éclats. Petite démonstration, on essaye ? Je vous parlais dans la première partie d'une erreur de ma part. J'ai fait cette erreur de conception en plaçant la machine au centre du banc de scie. De fait, je ne peux me servir de cale qu'à partir de 53 cm. Si c'était à refaire, je la placerais bien plus à gauche, le plus à gauche possible en fait. Le dicton « on apprend de ses erreurs » prend ici tout son sens. Voilà, cette seconde partie est à présent terminée. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses concernant la scie onglet, la fabrication d'un banc de scie. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous y répondre le plus rapidement que possible. Mais en attendant,
En attendant, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo si elle vous a appris un petit quelque chose ou si simplement elle vous a plu. Et également, activez la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous souhaite de bons bricolages. À bientôt!